Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce temps d'échange qui est consacré donc, au thème LGBTQIA+, et de santé sexuelle. Donc, dans le cadre des élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Donc LGBTQIA+, ça regroupe les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les queers, les intersexes, les asexuels, etc. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre deux associations, ADN d'une part, Au-delà des normes, basée à Périgueux, qui accompagne les personnes LGBTQIA+, et AIDE, une association de santé communautaire qui lutte contre le VIH et les hépatites présentes avec son antenne locale à Périgueux. Cette soirée est organisée en partenariat avec l'édition locale du journal Le Courrier français. L'idée de cette soirée, c'est de donner la parole aux candidates et candidats qui ont accepté notre invitation pour parler de ces sujets. Des thèmes ont été choisis avant. Ils sont soit extraits du programme Agir pour lancé par l'Inter-LGBT dans le cadre des élections présidentielles, ou du plaidoyer de aide lancé dans le cadre de ces mêmes élections. Pour présenter cette soirée, je suis en compagnie de Marie-Amélie Lacotte, journaliste pour Le Courrier français. Moi, je suis en compagnie de Benoît Chaumeau, qui est animateur radio et militant pour l'association AIDE. Nous remercions les candidats et représentants qui ont accepté notre invitation ce soir. Nous tenons à préciser que quasiment tous les partis étaient invités à nous rejoindre, à l'exception de l'extrême droite, qui n'a historiquement jamais été invité pour discuter par AIDE. Ce point de vue a été partagé par l'association ADN et Inter-LGBT. Il est important de souligner que les associations organisatrices ne soutiennent aucun parti politique, elles sont apartisanes, sont là ce soir et on les remercie d'avoir réorganisé leur emploi du temps en conséquence. Cyril Girardot, candidat à NUP LFI pour la 3e circonscription. Florent Vadillot, au nom de son association Force Vive du Périgord pour la circonscription 1. Éric Garnier d'Hiver Gauche pour la circonscription 4. Aucun candidat de la majorité présidentielle n'a pu se libérer pour ce soir. C'est du coup Thierry Vallée qui représente La République En Marche. Donc Thierry Vallée n'est pas candidat pour ces législatives. Il représente sa famille politique ce soir. Et nous remercions aussi Martial Perouni qui avait accepté l'invitation ce soir. Mais c'est Florent Vadillot qui va intervenir puisqu'on ne souhaitait pas qu'une famille politique soit représentée 2 fois ce soir. On répondu, mais ne pouvait pas être présent ce soir. Alors, on a eu une annulation de dernière minute d'Elisabeth Marty il y a quelques heures pour les Républicains qui nous a informé qu'elle avait des petits problèmes de santé, donc qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre ce soir. Aurélien Delfour, candidat LR sur la 2e circonscription, qui nous a répondu être très sensible sur ces questions et a lancé une invitation à nos associations pour une future rencontre. Sébastien Pétavy de Génération pour des questions d'emploi du temps. Les candidats, on vous le disait, de la majorité présidentielle pour des questions d'emploi du temps également. Pas de réponse claire du PRG, c'est pour cela que la chaise est là ce soir, mais vide. Jacqueline Dubois de l'Alliance centriste pour des questions d'emploi du temps qui a rajouté être sensible à ces thématiques et prête à rencontrer les associations prochainement. Stéphane Roudier, sans étiquette, adhérent en région et peuple solidaire pour des questions d'emploi du temps. Il souhaiterait également organiser une future rencontre. Et Pascal Martin de la NUP LFI ne partage pas ce soir le débat, mais elle est présente ici dans la salle pour y assister. Alors sachez que l'ordre de passage des candidats et représentants a été tiré au sort avant le débat et qu'à chaque thématique, nous décalerons cet ordre de passage. Avant de vous dévoiler les thèmes qui vont être abordés ce soir, un mot de chaque association. On va commencer par l'association ADN. Donc je laisse la parole à Céline. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux candidats et représentants qui ont bien voulu se prêter au jeu du débat et bienvenue aux auditeurs et auditrices qui se sont rendus présents et présentes. Je me présente Aloïs et Axel de l'association ADN Au-delà des normes, toute nouvelle association LGBTQIA+, de Dordogne, créée en septembre dernier. Le but de cette association est d'apporter une écoute aux personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et encore asexuels de notre département, ainsi que de militer et de développer
militer pour le développement et le respect de nos droits à travers un certain nombre d'événements et de manifestations. Nous participons par exemple à l'organisation de la première marche des fiertés de Dordogne qui aura lieu le 4 juin prochain, événement festif, bien que non dénué de militantisme, et nous voulions également profiter des élections législatives approchantes pour mettre en avant nos revendications par le biais d'un débat public inspiré du débat organisé par l'Inter-LGBT à l'occasion des élections présidentielles, et c'est ainsi que le projet est né. Pour ce débat, nous souhaitions attirer l'attention des candidats et candidates, il n'y a que les candidats, sur les questions des droits des personnes transgenres et intersexes, du traitement des sujets LGBTQIA+, en milieu scolaire, de l'accueil des personnes LGBTQIA+, migrantes, de la lutte contre les discriminations LGBT-phobes, ainsi que sur les questions de santé sexuelle et de vie avec le VIH. De par la spécificité de ces deux dernières thématiques, il nous est paru évident d'établir un partenariat avec Aide Dordogne afin de bénéficier de leur expertise. Nous les remercions chaleureusement de s'être joints à nous dans l'organisation de ce débat. Et tu prends la suite. Et parce que nous sommes au-delà des normes, nous avons voulu mettre en place un partenariat médiatique que l'on n'attendait pas forcément. De cette idée est né notre partenariat avec le Courrier français, édition de la Dordogne, connu auparavant sous le terme d'hebdomadaire chrétien de la Dordogne. Pour des raisons historiques évidentes, ce n'est pas un partenariat, ce choix peut être surprenant, et pourtant il nous tenait à cœur de dépasser les clivages et les idées reçues. Et nous sommes très reconnaissants envers le Courrier français de s'être impliqués dans ce débat et de nous faire profiter de leur savoir-faire journalistique. Quelques mots enfin pour conclure et pour souligner le fait que les questions LGBTQIA+, ne sont pas une lubie des populations dépravées des grandes villes. Les personnes LGBTQIA+, existent, elles existent dans notre département et elles ont soif de reconnaissance, de représentation et d'écoute. Nous le verrons à travers les témoignages récoltés et utilisés pour illustrer les questions que nous avons posées aux candidats et représentants des candidats. Nous verrons aussi que la ruralité de notre département impose ses propres problématiques aux personnes LGBTQIA+. L'on n'attend pas forcément un tel débat ici, chez nous, et pourtant le voici, plus nécessaire que jamais. Nous demandons alors à tous les candidates et les candidats de Dordogne et d'ailleurs d'entendre nos revendications et de les porter à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec l'association Aide. Donc Gaël Caille, le représentant de Aide en Nouvelle-Aquitaine, n'a pas pu être parmi nous ce soir. Il nous a laissé une lettre. Exactement, il nous a laissé quelques mots pour présenter l'association. Donc Aide est une association de santé qui agit avec les personnes les plus vulnérables au VIH et hépatite. C'est notre approche communautaire. Depuis bientôt 40 ans, nous nous battons auprès des travailleurs, travailleuses du sexe, des HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des personnes sous main de justice, des femmes, des personnes migrantes et des consommateurs, consommatrices de produits psychoactifs, dans un seul but, améliorer leur santé. Malgré le silence politique et médiatique, le VIH tue toujours, que ce soit par la maladie ou par les discriminations liées. En France, c'est 200 000 personnes qui vivent avec, dont 24 000 qui l'ignorent. La crise sanitaire a impacté fortement le dépistage, seul outil pour connaître son statut et agir en conséquence. Nous pouvons craindre un rebond de cette épidémie si rien n'est fait. Sachez que Aide continuera ses combats, nous ne lâcherons rien et resterons présents pour faire entendre la parole des personnes les plus vulnérables. Voilà pour les quelques mots de Gaël Caille, président de Aide en Nouvelle-Aquitaine, également trésorier national adjoint de l'association Aide. Et puis on vous le disait, cette soirée elle se fait en partenariat avec le Courrier français, grâce à Emma Lassor, qui est journaliste pour le Courrier français à Périgueux, qui a accepté cette invitation. Et pour nous, c'est vrai que c'est un plaisir, puisque ce n'est pas forcément, on le disait, le genre de thématique sur lesquelles ce journal est attendu. Et je crois que ça plaît bien aux militantes et aux militants de ces deux associations de casser les codes sur ce genre de projet. Et on va demander à Emma Lassor de nous expliquer pourquoi elle a accepté cette invitation et pourquoi ce partenariat est né. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Juste un tout petit mot parce que vraiment le sujet a bien été posé par Axel et les membres d'ADN et de Aide. Effectivement, vous avez fait preuve d'ouverture en faisant appel au Courrier français. Vous êtes allé au-delà de notre baseline, c'est l'hebdomadaire chrétien de Dordogne. Et nous vous en remercions. Et voilà, nous voulons vous montrer que nous aussi, nous voulons aller au-delà
dépêcher, et c'est pour ça qu'on est là. Et on remercie aussi tous les candidats et candidates pour leur participation. Merci. Alors, je vous propose de découvrir les thématiques que nous allons aborder ce soir. Donc, les thématiques qui vont être proposées ont toutes été envoyées aux candidats, puisque l'idée n'est pas de piéger qui que ce soit, mais justement d'avancer, de proposer des idées, de travailler sur ces thématiques. Donc, nous avons, pour des questions d'organisation, tiré au sort l'ordre de ces thématiques avant le débat. Donc, elles ne sont pas forcément dans l'ordre du programme Agir pour de l'intérêt LGBT. Chaque thématique a toute sa place dans le débat ce soir. C'est pourquoi nous n'avons pas souhaité faire d'ordre nouveau. Les thématiques sont donc, la première, comment traiter les questions LGBTQIA+ à l'école. Comment améliorer le quotidien des personnes vivant avec le VIH. Comment améliorer la prévention des risques pour la santé sexuelle en milieu rural. Comment améliorer l'accompagnement médical des personnes transgenres avant et pendant la transition. Comment améliorer l'accueil des personnes migrantes, asile politique et en particulier LGBTQIA+ en Dordogne. Comment améliorer les droits des personnes transgenres et intersexes. Et enfin, comment lutter contre les discriminations LGBTQI-phobes. Vous aurez à chaque fois 3 minutes chacun pour répondre à ces questions. On vous demande évidemment de respecter le temps de parole et nous vous ferons un signe à l'approche des 30 dernières secondes. Nous vous demandons aussi de respecter la parole des autres candidats et de ne pas les couper dans leurs interventions. Ça vaut également pour le public, de huer et de cracher. Si vous dépassez votre temps de parole sur une thématique, le temps sera réduit sur la thématique suivante. Juste avant d'aborder le premier thème, on va vous demander un petit exercice pour vous échauffer un petit peu. 1 minute et 1 minute seulement pour vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez souhaité être là ce soir. Et on va commencer avec vous, Florent Médio, c'est parti. Je tente le micro, je le fais Vous sans pouvez micro. tenter. Donc Florent Médio, candidat d'hiver gauche, force vive de la Dordogne. Ma candidature est une candidature marquée à gauche, et donc une gauche de gouvernement, celle qui a participé au progrès des droits sociaux, celle qui ne plie pas face à la réalité, et sur ces thématiques-là tout particulièrement, je crois qu'il y a eu des avancées notables, avec parfois de la timidité, il faut le dire, mais qui n'ont pas mis de côté les combats sociaux. Moi, je me permettrais de donner un souvenir, celui du mariage pour tous. J'étais à l'Assemblée nationale à l'époque, et j'ai ressenti la grande violence des idées, la grande violence du combat politique, avec une assemblée qui était claquemurée, des parlementaires de droite qui menaient une guérilla. Et cela m'a fait très clairement prendre conscience qu'il fallait aller encore plus loin pour la conviction, pour le progrès des droits sociaux, et c'est aussi le sens de ma candidature. Donc Cyril Girardot, j'ai 29 ans, je suis dirigeant et fondateur d'une SCOP en Dordogne. Je suis militant de longue date, dès mes 16 ans, j'ai commencé à bloquer un petit peu le lycée contre les réformes des retraites, déjà. Je suis candidat sur la 3e circonscription de la Dordogne, membre du Parti ouvrier indépendant. J'ai été directeur de campagne aux législatives sur la 4e circonscription de la Dordogne, cette fois-ci il y a 5 ans. C'était pour moi essentiel d'être présent à vos côtés et aux côtés des personnes concernées ce soir, parce qu'il faut absolument ne pas baisser les bras, il faut sauvegarder et conquérir de nouveaux droits, justement pour vous. Essentiel au point où Marlène Marty, ma suppléante, commence notre réunion en public à Sarriac sans moi ce soir même, et que je rejoindrai à la suite de cette rencontre en plein milieu. Notre courant de pensée en général est attaché à l'internationalisme. Je profite donc pour rappeler que ce combat est à la fois local, à la fois national, mais aussi transnational. À l'heure actuelle, l'homosexualité est criminalisée dans près de 70 pays. Je vous remercie donc spécifiquement pour cette invitation qui permet de faire vivre la démocratie. Bonsoir, Éric Garnier, je suis réalisateur de documentaires et documentaires sur l'humain. Donc on est complètement sur le sujet. J'ai eu l'occasion de participer à un documentaire sur le suivi d'un transsexuel masculin jusqu'après son opération. Et c'était très riche d'enseignements et justement dans les thématiques qui sont abordées, j'aurais quelques remarques puisque j'ai eu l'occasion, entre autres, de suivre les réflexions d'une équipe de médecins pluridisciplinaires pour l'opération d'un transsexuel et des étonnements que j'ai pu avoir dans leur façon d'aborder les choses. Ma candidature, moi, est assez simple, je crois, puisque en fait, moi, j'en ai un peu marre des partis politiques
tels qu'ils sont aujourd'hui, et je pense que les citoyens doivent reprendre et faire entendre leur voix. Merci. Thierry Mallet, je suis représentant ici des 3 députés de la REM qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons sur lesquelles je parle. Je suis simple militant de la REM depuis janvier 2017. Mon métier de base, c'était chirurgien orthopédiste, et plus dernièrement responsable médical du centre de vaccination. J'étais pris, on m'a demandé de faire cette intervention hier à 2h, donc je vais essayer d'être le plus compétent possible, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. On va donc pouvoir commencer à développer les différentes thématiques. Donc vous avez reçu les questions en amont, et pour illustrer chaque thématique, nous vous lirons un témoignage. Vous pouvez vous appuyer sur ce témoignage si vous le souhaitez pour y répondre, mais pas que, vous pouvez répondre plus largement à la question et à la thématique, et nous allons pouvoir commencer. Alors pour le thème numéro 1, nous avons un témoignage de Louise, 13 ans. Je vis du harcèlement scolaire parce que je suis lesbienne. Lors du passage au vestiaire des filles au cours de sport, je suis obligée de m'isoler car mes camarades m'insultent et ont peur que je les regarde. La question est la suivante. Comment traiter les questions LGBTQIA+ à l'école? Je vous rappelle, vous avez 3 minutes chacun pour répondre, donc on va sur le premier élément qui me paraît très important, c'est qu'il faut développer les cours d'éducation relationnelle, affective et sexuelle à l'école. Aujourd'hui, on n'est pas au quota d'heures qui a été prévu par la loi, et surtout, les cours tels qu'ils sont dispensés, à mon sens, n'associent pas suffisamment la communauté pédagogique, c'est-à-dire les enseignants, mais également le corps de direction et les surveillants. Je dis ça parce que trop souvent, dans un établissement, on fait venir un intervenant extérieur et on considère qu'on a coché la case et qu'on peut passer à autre chose. Sauf que la vie des jeunes se poursuit très au-delà de ces cours-là. Elle se poursuit en classe, lorsque certains sujets sont abordés. Elle se poursuit surtout dans les temps de pause, où on a une vraie violence qui peut exister. Et c'est pour ça que la communauté pédagogique, à mon sens, doit être beaucoup plus associée dans les contenus, leur diffusion et leur application. Ça, c'est un élément très important. Je pense aussi, et c'est le deuxième point que je voudrais développer, que les surveillants ont un rôle tout particulier et devraient, à mon sens, être plus formés à la médiation. C'est encore quelque chose qui est émergent dans notre pays, et cette médiation-là devrait permettre, à mon sens, de développer des contre-situations, parce que des situations de harcèlement, nous les connaissons, nous les savons, et eux sont les premiers à le savoir. Troisièmement, sur la communauté pédagogique, au-delà de la sensibilisation, je crois que dans la manière d'enseigner, dans les contenus qui sont enseignés, il y a une sensibilité à développer chez les enseignants qui peuvent parler de points de vue, parfois d'a priori, et il faut donc aller plus loin dans les contenus pédagogiques en appui à la communauté enseignante. Et enfin, le quatrième point que je voudrais aborder, c'est que pour un public jeune, il faut que l'on puisse aussi, avec des moyens d'État, avec la DILCRA, mais pas uniquement, développer des contenus culturels adaptés, qui sont des contenus qui permettent de diffuser des messages. Que ce soit du dessin animé, de la BD, des mangas, tous les supports qui permettent de diffuser une culture de la tolérance. Parce que, à cet âge-là de la vie des jeunes, il peut y avoir des réflexes d'intolérance qui ne sont pas conscientisés. Et je finirai d'en mettre en seconde. Et justement, les contenus culturels qui peuvent être diffusés peuvent aider à cette conscientisation, peuvent aider à l'apprentissage de la tolérance. Et je pense que c'est donc, de ce point de vue, un effort étatique avec l'ensemble des créateurs que l'on peut réunir derrière ce projet afin de développer des contenus culturels qui ne soient pas uniquement de génération spontanée, comme on peut en voir certains. Je me connais tout seul pour éviter de me perdre. Donc oui, au niveau de la formation du personnel, en effet, il y a quelque chose à faire au niveau de la formation du personnel en général d'ailleurs, au niveau de tout ce qui va être harcèlement, que ce soit LGBTQIA+, mais le harcèlement tout court. C'est-à-dire qu'il y a un manque de formation générale au niveau de cette sensibilisation à la détection au harcèlement scolaire. Donc on va avoir tout ce volet-là. Derrière, comme M. Badillo l'a dit, en effet, les journées
dites obligatoires d'éducation sexuelle sont en général à plus ou moins libre appréciation en termes de mise en place de l'équipe pédagogique. Il serait temps d'arriver à respecter la loi. C'est quand même pas non plus quelque chose d'exagéré de ce qu'on demande, juste la loi déjà dans le premier temps. Donc, il est aussi, bien sûr, utile de rappeler qu'au-delà des vœux pieux et ce genre de choses, il est temps de garantir les moyens nécessaires, notamment pour la mise en place de tout ce genre de système-là, mais aussi pour pouvoir arriver à mettre en place des programmes de lutte contre la discrimination, notamment liée à l'identité de genre et l'orientation sexuelle, et complet. C'est-à-dire que de pouvoir arriver à faire en sorte d'agréer des associations LGBTQIA+, afin qu'elles puissent intervenir directement, beaucoup plus facilement justement dans les écoles. Clairement, dans certaines écoles, il y a des blocages qui peuvent se faire. Il est important que les associations arrivent à prendre cette place en fait, qui leur est due dans les écoles, dans l'explication et dans la formation, dans la sensibilisation directement auprès des élèves, mais dans la formation aussi directement de l'équipe pédagogique. Donc on va avoir tout ce volet-là qui va être réellement important et réellement à mettre en place et en avant. Oui, alors sur le sujet, je suis totalement en accord avec les deux prises de parole et je ne vais pas les reprendre. On peut quand même être totalement interpellé par la problématique qui nous est donnée. On est donc vivre ensemble et on est avec des adolescents où à ce moment-là il y a une certaine violence de l'âge et que l'encadrement ne se rend pas compte, ne prend pas la mesure au sein de l'école. Et ça, on a un problème pour moi d'école républicaine, puisque là, chaque citoyen doit être sous le sceau de l'égalité, et là, on voit bien que ce n'est pas le cas, à la fois dans le traitement et dans le jugement des autres élèves. Donc, on est d'accord, information, formation, et également moyens, hein, parce que c'est bien de vouloir faire de la formation, si on n'a pas de moyens, il ne va pas y avoir grand-chose. Et je crois, comme Florent, tu l'as dit, que des intervenants, c'est bien, extérieurs, mais ça doit être le début d'un travail, et non pas la fin d'un travail, comme tu l'as souligné. Au sein de l'école, on voit bien ces difficultés, d'ailleurs sur d'autres thématiques, on a les mêmes problèmes, c'est vraiment le vivre ensemble et la notion de république. On n'a pas autre chose derrière ça, et chaque citoyen est dans l'égalité de sa différence. Et fort heureusement que nous soyons différents, parce que la société serait bien triste si on était tous pareils. Les deux premiers points, c'est évidemment protéger les élèves et lutter contre la transphobie. C'est essentiel à l'intérieur d'un établissement scolaire. Pour ce faire, ce sont les enseignants et les personnels surveillants qui est en première ligne, et il faut les former, augmenter la formation et qu'elle soit vraiment adaptée à ces problèmes. Récemment, en septembre 2011, le ministère de l'Éducation nationale a écrit une circulaire justement pour expliquer ce qu'il convenait de faire, au moins pour l'ancien ministre, dans ce domaine. Il faut comprendre la réalité et la diversité des situations, accepter par exemple l'utilisation de prénoms d'usage, ce qui devient important pour ces enfants, accepter aussi qu'ils ne s'habillent pas en fonction de leur sexe civil. Je pense que tous ces éléments devraient permettre une meilleure adaptation, une meilleure coexistence entre tous ces... Merci à tous pour cette première thématique. On va pouvoir poursuivre avec un deuxième témoignage. Nous avons un témoignage d'Enzo, il a 25 ans, il habite à Périgueux. Je vis avec le VIH depuis 2 ans. Quand j'habitais à Bordeaux, tout se passait bien. Depuis que je suis ici, je me sens jugée à la pharmacie, au laboratoire. Et je sens que beaucoup de gens autour de moi ne sont pas informés et ont peur que je les contamine. La question est, comment améliorer le quotidien des personnes vivant avec le VIH? Je le rappelle, vous avez 3 minutes maximum pour répondre, et cette fois-ci, nous allons commencer avec Cyril Girard.
Donc, je vais commencer du coup par rappeler que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale s'accorde avec l'objectif démontré par l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de lutte contre le sida, qui est d'atteindre 90% des personnes qui vivent avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes infectées aient accès à un traitement antirétroviral durable, et que 90% des personnes sous traitement aient une charge virale durablement supprimée. C'est vraiment pour commencer sur ce système-là. Au-delà de la formation de l'information qui a fait parvenir justement sur le sida, qui a été complètement arrêté, c'est-à-dire que entre la période où moi j'étais au lycée-collège, où on avait jusqu'à des affiches justement de coller sur les abribus et ce genre de choses, et actuellement on n'en parle plus du tout, il y a un gouffre qui s'est passé, il va falloir arriver à reprendre ça et à redonner vraiment une place à l'État pour la médiatisation de ces informations-là. On va avoir tout ce temps-là, mais après on va avoir justement le problème notamment de la connaissance du statut sérologique. C'est-à-dire que là, on est dans une situation non seulement de désert médical, puisqu'on est en Dordogne, on arrive à avoir un tiers de médecins en moins par rapport à la moyenne nationale. On a seulement 2 CEGID, donc ce sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, 2 sur toute la Dordogne, Bergerac et Régul. Vous allez de Nontron, c'est 55 minutes, vous venez de Sarlat, c'est 1h15. Donc, il y a toute cette partie-là, il y a une question aussi de former justement les soignants, les praticiens. C'est pas normal que ce monsieur-là soit jugé, notamment par des professions médicales. Il serait peut-être temps d'arriver à informer ces gens-là pour qu'ils soient un minimum non stigmatisants et qu'on puisse arriver à procurer les soins nécessaires. Tant qu'on a parlé de soins, il faut bien sûr qu'ils soient pris en charge à 100%. Nous, on est pour le 100% sécu. Ça va avec ça. Il faut absolument que ces médicaments soient accessibles, d'où notre pôle public du médicament, pour éviter les ruptures et surtout qu'ils soient entièrement pris en charge. Donc, ce pôle public du médicament, c'est vraiment qu'on en charge absolument tous les traitements qui pourront être justement... J'ai fini, c'est ça? Vous avez 40 secondes. D'accord, j'ai vu sur le téléphone. Ok. Donc, ce pôle public du médicament, le but, c'est vraiment d'éviter ces ruptures, toutes ces médicaments, ces substances, quelles qu'elles soient, qui sont jugées comme non prioritaires parce que ne rapportent pas assez à nos chers industriels pharmaceutiques. Il est anormal que, pour des raisons comme celle-ci, on puisse arriver justement à être en rupture, que ce soit sur directement le traitement conventionnel après, ou possiblement après, on abordera certainement d'autres sujets, mais qui concernent aussi ces ruptures-là. Merci beaucoup. Éric Garnier. Alors, sur le cas, à mon avis, il y a des nombreux cas de ce type. Qu'un pharmacien soit dans cette attitude, c'est totalement anormal. Je crois qu'il faudrait pouvoir au moins alerter pour une information. Je ne suis pas pour pénaliser les choses, mais au moins un réveil du pharmacien qui pourrait peut-être l'aider à avoir une meilleure écoute, ou pour les laboratoires, où là on peut osciller entre l'information et la formation, puisque je vous rappelle que les médecins, il y a quelques années, ont eu le droit à la formation continue, mais ce qui n'est pas toujours, qui en théorie mais en pratique, pas toujours effectif, et ce qui montre qu'on peut avoir des décalages à certains moments. Donc les lois existent, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient appliquées, et on revient sur la même problématique du début. Il faut que les lois puissent être appliquées, et donc il faudrait avoir des relais pour pouvoir tirer des sonnettes d'alarme, pour que eh bien, tout le monde soit traité de la même façon, et qu'il ne soit pas stigmatisé de par cette maladie. Alors sur le problème du sida, on a aussi un problème de communication aujourd'hui, où à une époque ça a été la priorité, aujourd'hui ça ne l'est plus. L'année dernière on était à 4900 contaminés, et a priori avec le confinement, on sait qu'un certain nombre de gens n'ont pas été détectés. Merci. Et on continue avec Thierry Mallet. Concernant les médecins, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un centre hospitalier universitaire et tout le reste du temps de ma vie dans une clinique privée.
J'ai jamais personnellement vu de sérophobie. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de médecins qui refusent de soigner un patient atteint de sida. Bon, je pense que ça peut exister, mais moi je ne l'ai jamais vu sur 35 ans ou 40 ans de carrière. Si ça existe, c'est éminemment condamnable. Concernant la petite note sur la certification des médecins, les chirurgiens sont certifiés tous les 2 ans. Concernant plus proprement parler le sida, je pense qu'il faut profiter du fait que les tests sont gratuits et sans ordonnance. Ces tests peuvent être effectués dans les CIDIP, mais peuvent être aussi effectués dans les laboratoires où il y a un maillage qui est quand même un peu plus serré. Je pense qu'il faut effectivement que les médecins soient et une formation permanente. Moi, j'avoue que j'avais des lacunes en matière de traitement de sida que j'ai comblé à l'occasion de ce travail aujourd'hui. Et surtout, il faut augmenter les moyens de recherche scientifique sur les traitements de façon à espérer aboutir à l'éradication du sida, au moins en France et peut-être en Europe, à la fin de la décennie. Merci. Et j'oublie de dire que depuis quelque temps, les patients porteurs du sida ont le droit de donner du sang, leur sang, ce qui leur a été interdit il n'y a pas très longtemps. Merci, on va passer à tout de suite Florent Badillo. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. La sérophobie, j'entends l'expérience sensible, ça existe et c'est même fréquent. Parce que pour le coup, on a des statistiques qui le prouvent. Il y a des enquêtes qualitatives qui ont été menées et il y a plus de 3 séropositifs sur 4 qui ont déjà ressenti de la sérophobie dans le cadre de services de santé. Donc, je crois vraiment qu'il faut avoir la claire conscience que c'est un problème. Il y a un élément très important là-dessus. Et je commence peut-être par ce qui pourrait paraître de l'anecdotique, mais je ne le crois pas. Il faut réaliser des tests anonymes sur la qualité d'accueil dans les services de soins, dans les pharmacies, dans les centres de dépistage. On le fait pour les entrées en boîte, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination au faciès. Je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas sur la sérophobie, parce que, pour le coup, ça a un impact majeur. C'est la dégradation de la qualité du soin, la dégradation de la confiance en soi, de la capacité à aller dans un service de soins. Donc, un test anonyme systématisé, coordonné par l'État et la police, avec un article 40 qui permet au procureur de la République d'ouvrir les enquêtes préliminaires nécessaires. Ça me paraît extrêmement important et il faut aller sur cette mesure-là. Deuxièmement, il y a évidemment la formation des personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignantes, qui n'est pas systématique, mais pour une raison qui ne leur incombe pas, qui est l'état de l'hôpital en France, et je crois que c'est plus largement un travail à conduire sur l'hôpital et la capacité pour les soignants d'avoir accès à des formations. Troisième élément qui me paraît important, c'est que autant dans les années 90 plutôt, on avait de larges messages de diffusion sur les modes de contamination, de transmission du sida, du VIH, aujourd'hui, il y a très clairement une baisse de cette forme de pédagogie. Et donc, on a beaucoup de sérophobie qui se développe par méconnaissance, par pseudo-connaissance. Et donc, on arrive à des situations où les gens pensent toujours que le toucher, la salive, etc. peuvent être des vecteurs de contamination. C'est ce qui explique beaucoup d'attitudes discriminatoires que l'on peut constater. Et je crois que là-dessus, il y a une responsabilité des médias, mais également des organismes publics, qui ont baissé la garde sur cette pédagogie, pensant que comme on vivait avec un horizon d'un VIH présent, eh bien tout le monde était au fait de la situation et ne développait pas des peurs paniques. Le dernier point très important, c'est la lutte active contre les discriminations aussi sur l'accès à l'assurance et aux produits bancaires. Parce qu'on n'a pas encore abattu totalement les murs que certaines sociétés d'assurance et de banques mettent pour entraver la vie concrète des personnes séropositives. Et ça a aussi une capacité entravée de projection dans la vie, de vivre normalement avec son VIH, d'acquérir des biens, de fonder évidemment des foyers et de se projeter dans la vie. Merci. Merci beaucoup. On va passer au troisième thème, on va sur le domaine de la santé sexuelle. Nous avons un témoignage de Marc qui a 46 ans et qui habite à Sarlat. J'aimerais prendre la PrEP, mais je ne veux pas que ce soit mon médecin traitant qui la prescrive et de toute façon, il n'est pas formé pour et n'est pas d'accord avec ça.
Pour voir un infectiologue, je suis obligée d'aller à Périgueux ou à la permanence de Bergerac. Je ne suis pas véhiculée, donc c'est beaucoup trop compliqué. La question est la suivante. Comment améliorer la prévention des risques pour la santé sexuelle en milieu rural? Vous avez chacun 3 minutes. On commence avec M. Thierry Manu. Ah pardon, Eric Garnier. Pardon. Oui, sur ce sujet, il y a eu, je crois, un test sur la Dordogne avec un bus itinérant, mais qui ne faisait pas que ça, parce que la problématique, c'est que si vous avez un bus qui est identifié comme tel, ça ne marchera pas plus, puisque les gens n'auront plus l'anonymat. Donc le sujet est sensible. Je crois qu'il faudrait, au niveau départemental, avoir une équipe qui est en mesure de se déplacer. Après, d'avoir des délais, mais bon, pour le médical, on est aujourd'hui habitué d'avoir des délais pour pouvoir, sur des zones, faire en sorte de regrouper ces visites. Dans la ruralité, bien évidemment, tout se sait très rapidement. J'habite un petit village, je suis élu et je m'occupe de l'environnement et de la forêt, entre autres, et personne n'ignore à chaque moment où je vais rentrer dans la forêt. Alors, vous imaginez bien, pour d'autres sujets, la rapidité de communication. La communication fonctionne bien. Et je comprends cette difficulté, à la fois sur l'aspect du traitement. Alors je comprends bien la demande, mais on aborde plusieurs problèmes, en tout cas de la circonscription. Et je pense qu'un certain nombre de circonscriptions, c'est la mobilité, qui est un énorme problème, encore plus aujourd'hui avec l'explosion des carburants. On va avoir la disponibilité des médecins, et je crois que des virologues, il ne peut pas y en avoir beaucoup en Dordogne, et on a un certain nombre de spécialistes qui sont complètement en carence. Et là, faut être honnête, il va falloir quelques années pour récupérer tout ça. Je rappelle que sur la Dordogne, il y a à peu près 50% des médecins généralistes qui partiront à la retraite dans les 5 ans à venir. Donc vous imaginez bien que le résultat va avoir du mal à s'améliorer avec ces conditions. Donc là, il y a, je dirais, un plan Marshall un peu à faire sur ces choses, et je ne crois pas spécialement dans ce qui s'est fait de rémunérer particulièrement les médecins, puisque entre élus, on a eu l'occasion d'échanger, et ces médecins, en fait, certains médecins font de la chasse aux primes, et le problème ne dure que 5 ans dans la prime. Donc je crois qu'il faut avoir un travail de fond et ne pas d'avoir un travail de fond, je vais finir, sur le problème médical, la santé en règle générale et en particulier sur ce problème-là, qui à mon avis est très difficile avec la mobilité qui se rajoute là où on cumule les problèmes. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec le témoignage de cette personne. Le médecin traitant, c'est quand même le médecin pivot du système de santé en France. Bien que dans les milieux ruraux, effectivement, il y ait des certifications médicales, il y a quand même encore un nombre assez, pas suffisant, mais important de médecins. Il y a une loi ou un décret, je ne sais pas quel est le statut exact de ce fait, c'est que la PrEP, qui était pendant de très nombreuses années réservée en prescription initiale aux médecins spécialistes, a été étendue, et où les médecins traitants n'avaient le droit de faire que des continuations de traitement. Depuis quelque temps, les médecins traitants ont le droit et je dirais même le devoir de prescrire directement ce traitement. Donc il n'y a aucune raison d'avoir quelques doutes sur les compétences médicales. Ils ne sont pas plus incompétents sur le sida qu'ils sont compétents sur la cardiologie. Enfin, je pense que c'est une avancée que les médecins traitants des milieux ruraux ou des milieux de ville puissent prescrire ce traitement. Bon, alors vous allez vous dire que c'est rituel, que je finis toujours par me poser ce que a dit le représentant de la République en marche. Mais je crois qu'en Dordogne, tout le monde peut avoir vécu le fait qu'il y avait un problème de médecin généraliste. Quelqu'un qui vit à Périgueux, par exemple, qui s'installe à Périgueux, ne
n'aura pas de médecin généraliste. Et je ne vous parle pas de Douziac ou Sourzac. Donc, la première réponse à la question, c'est la lutte contre les déserts médicaux. Alors j'entends effectivement, visiblement tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi je défends l'obligation d'installation des médecins pendant 5 ans à la suite de leurs études et l'obligation d'exercice pour les spécialistes, c'est-à-dire une fois par semaine, par mois, l'obligation de réaliser des consultations dans le territoire et ne pas obliger les gens à cette transhumance honteuse qui consiste à aller se soigner dans les grandes aires métropolitaines. Première réponse à cette question sur l'amélioration de la prévention. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des modes de localisation de dépistage qui soient plus nombreux, plus importants. Il a fallu que nous arrivions à la crise Covid pour repenser notre dispositif de prévention, de dépistage sur le Covid. Pourquoi est-ce que sur un sujet aussi grave que le VIH, on n'arrive pas à mailler le territoire de manière plus efficace? Pourquoi est-ce qu'on laisse des contaminations dans certaines zones du pays parce qu'il y a un problème de couverture médicale? C'est donc bien qu'il y a un problème de construction d'une politique publique de dépistage. Et donc je pense qu'il faut envisager, y compris dans les pharmacies, parce qu'il y a un maillage territorial important, des moyens de dépistage. Il n'y avait pas eu de problème de rupture de la chaîne du froid pour les vaccins. On peut imaginer la même chose pour les prélèvements sanguins. Il y a évidemment une politique de réduction des risques qu'il faut mener tous azimuts, sur toutes les populations qui peuvent en avoir besoin. Je ne vais pas définir, parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps, sur la politique de réduction des risques, bien évidemment sur les personnes qui sont atteintes d'addiction, à la drogue notamment. Je voudrais faire un focus particulier, si vous me permettez, sur la réduction des risques en milieu carcéral, parce que c'est un sujet que je connais bien pour avoir exercé au ministère de la Justice, et un de mes regrets, c'est qu'avant de partir, je n'ai pas pu pousser la politique de réduction des risques en détention, alors qu'on a des contaminations exponentielles, et en Dordogne, avec Périgueux et Neuvic, nous avons là-dessus de quoi travailler. Et puis, sur la PrEP, un mot tout de même pour ce sujet-là. C'est évidemment un progrès majeur qu'il faut diffuser. Je crois qu'il faut que les médecins soient beaucoup mieux formés, parce que ça n'est pas vrai que les médecins généralistes sont au fait des nouveautés du traitement de la PrEP. Il faut aussi que le protocole soit extrêmement bien suivi, et c'est là l'importance du médecin, parce que c'est un dépistage tous les 3 mois pour éviter des contaminations IST qui peuvent, lorsqu'il y a des conduites à risque, et qui sont favorisées pour certains, minoritaires, par la PrEP, eh bien, il faut pouvoir avoir un dépistage extrêmement serré tous les 3 mois, sans quoi, et j'en finis, sans quoi la PrEP peut avoir des effets sur des personnes séropositives non détectées extrêmement néfastes. Voilà. Non, je ne doute pas qu'il existe des déserts médicaux. Au contraire, ça fait 25 ans que je milite pour l'augmentation du numerus clausus. Donc, mais c'est pas cette décision d'augmenter le numerus clausus, elle a été prise en 2017 et les autres majorités ne l'ont jamais prise. Donc, c'est pas du tout pendant les 10 années la notion de déserts médicaux. Ils existent sur les médecins généralistes, mais ils existent aussi sur les spécialistes. Le numerus clausus et le numerus avertus, on n'a pas vraiment financé les places en université. C'est un peu qui se mord la queue. Donc oui, pour reprendre en plus l'exemple justement des médecins traitants, moi je suis personnellement handicapé avec un handicap dit invisible. Les médecins traitants qui vous jugent pour des conneries, il y en a un paquet. Il en a fallu 4 avant que j'en trouve un qui accepte de me prescrire des antidouleurs sans me traiter de camé. Il faut du temps. Donc oui, je compatis avec ce monsieur-là. Au-delà de ça, en effet, le problème principal, ça reste les déserts médicaux et la grande difficulté, notamment pour pouvoir accéder à des CGID qu'il faut pouvoir multiplier et mailler entièrement le territoire. On peut arriver à reproduire des petites unités un peu partout, notamment conjointement au laboratoire. Il serait aussi temps d'arriver à rendre ce dépistage, notamment de toutes les IST, en laboratoire anonyme et gratuit. On va en revenir à la même chose, mais ça ne sert à rien d'aller conquérir de nouveaux droits, si de toute manière ils sont réservés à quelques-uns. On compte également agir auprès des populations les plus à risque, donc notamment les prisonnières et les prisonniers, mais aussi les travailleuses et travailleurs du sexe, les usagers de drogue, notamment au niveau de tout ce qui va être l'usage des seringues. On a vraiment toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte tout particulièrement. Au niveau de l'usage de la PrEP, il aurait forcément
directement un peu plus consacré à ces gens-là, mais il faut qu'ils puissent arriver à être accessibles à tous. Justement, ces CJB-là peuvent arriver à servir en maillant le territoire, en arrivant à préserver l'anonymat, à pouvoir permettre d'arriver à que tout le monde puisse arriver à y accéder dans ces manières-là. Il y a aussi une stratégie de prévention spécifique à tous les usagers de ce qu'on appelle la chemsex, qui est également prévue, nous, dans notre programme, en renforçant notamment tous les moyens alloués par les pouvoirs publics, que ce soit aux associations, en accompagnant les usagers vers un dépistage régulier, pour éviter les surcontaminations. Et pour revenir justement aux déserts médicaux, nous, on a une stratégie qui est assez globale, d'ouverture de centres de soins, de suppression intégrale du numerus clausus, en finançant non seulement les ouvertures de places dans les universités, mais en finançant tout court les études en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il est, comme ce qu'on a fait notamment avec les instituteurs, avec les professeurs des écoles dans le temps, on finance à hauteur du SMIC pendant toute la durée des études, à la fin, ils servent pendant 5 ans, là où on a besoin d'eux. D'accord. C'est toute cette partie-là, ça va avec le salariat des médecins et ça va aussi pour répondre notamment à tout ce qui va être mobilité et transport. Encore une fois, c'est nos services publics. Il y a 100 ans de ça, on avait à peu près 66% de plus de réseaux ferrés. On a tout démantelé, on a tout revendu, on a tout détruit. La plupart des gares sont transformées en usines, en habitations, et ce genre de choses. C'est ce qui complique notamment la vie et le déplacement et tout ça. Et là, il y a 3 minutes. Suivante, la 4e thématique. Nous avons un témoignage d'Élodie et Gabin, 35 ans à Bergerac. En 2017, on est allé faire un bilan de santé en pensant pouvoir en sortir avec des pistes pour d'éventuelles prises en charge. Dès qu'on arrive, on se fait appeler par le mauvais genre et prénom. On a dû expliquer nos situations respectives, mais malgré ça, nos identités n'ont jamais été respectées. Le personnel continuant à se baser sur nos identités dites légales. Nous avons reçu le courrier nous proposant de refaire ce bilan, mais vu la violence que l'on a subie, et bien que nous ayons fait nos changements d'état civil, on ne veut pas y retourner. La question est, comment améliorer l'accompagnement médical des personnes transgenres avant, pendant et après la transition? On va commencer avec vous, Thierry Malet. La question, personnes transgenres, comment améliorer l'accompagnement médical? D'une part, il y a eu l'aide à l'autorisation de la PMA. D'autre part, il y a le gros sujet de l'interdiction des mutilations. C'est un sujet qui est, sur le principe, l'idée d'interdire les mutilations, ça paraît assez évident. Il y a certains spécialistes de ce domaine qui sont plus réservés. Donc je pense qu'avant de prendre une décision définitive, il serait souhaitable de faire un colloque, d'étudier de façon précise les avantages et les inconvénients de cette interdiction. Et au terme de ce colloque, prendre une décision via un projet de loi. Concernant l'état civil, c'est pareil. C'est pas normal que ce soit un juge qui décide du sexe d'une personne, mais qui d'autre peut le faire. Je vais essayer de répondre à la question que vous posiez sur l'accompagnement pendant enfin avant, pendant et après. Bon, il y a le premier sujet, je l'ai déjà évoqué, c'est sur la sensibilisation, la formation des personnels soignants. On revient sur le sujet, et je vais vous redire ma certitude qu'il faut aller sur les tests anonymes pour arriver à détecter, non pas nécessairement dans une obligation de sanction. J'ai été rapide sur ma réponse tout à l'heure, je profite du temps qui m'est imparti pour la détailler. Il y a d'abord évidemment des sanctions lorsque on a des signalements réitérés et que ce test anonyme permet dès lors de l'établir. Mais il y a aussi pour les personnels qui méritent des formations et qui ont de mauvais gestes professionnels, ces tests anonymes peuvent être une vraie solution. Ensuite, il y a un sujet important que je voudrais aborder à travers cette question-là, c'est la question du caractère absolu du principe du libre choix du médecin. Alors, je sais que ça va heurter beaucoup. Je ne suis pas certain, et on retrouve la même chose sur les questions d'interruption volontaire de grossesse, que ce libre choix absolu qui a été posé par le Code de la santé publique soit aujourd'hui pertinent
dans la nécessité de conduire une politique publique sanitaire. Et de ce fait, les refus de soins qui sont opérés, les discriminations qui sont opérées le sont parfois sciemment pour justement décourager des personnes trans à venir se faire soigner auprès de certains médecins. Donc je crois qu'il faudrait minorer cette liberté de choix du médecin sur ce sujet-là comme sur d'autres, afin d'arriver à mettre en place de véritables protocoles de suivi. Enfin, sur la constatation, il y a un aspect beaucoup plus pénal, sur la constatation de la transphobie, sur les défauts d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a un problème d'administration de la preuve pour aller au procès pénal. Donc, je pense qu'il faut que les services de police judiciaire soient mieux formés, disposent de meilleurs moyens pour arriver à monter des dossiers qui aboutissent. Parce qu'aujourd'hui, le défaut de condamnation pour ce genre de défaut de soins et de transphobie, ce défaut de condamnation crée une forme d'impunité qu'il faut abattre. Parce que c'est une nouvelle zone de non-droit qui existe et c'est pour moi un vrai sujet. Donc oui, la communion populaire souhaite reconnaître le libre choix des parcours médicaux intégralement et au niveau de la transition sur la base du consentement, mais avec le maintien des remboursements, que ce soit en France ou à l'étranger. On va avoir toutes ces parties-là et il s'agit aussi justement d'arriver à prôner ce remboursement à 100% sécu. Ça compte aussi pour les soins de transition. Il est anormal, encore une fois, de conquérir de nouveaux droits qui s'en soient réservés qu'à certains, qu'à quelques-uns, qu'à ceux qui ont les moyens. Donc, actuellement, on va rappeler quand même un peu les faits, c'est au bon vouloir des CPAM. On peut demander, c'est des démarches longues, c'est des démarches qui peuvent être arbitraires, c'est toujours compliqué à obtenir, c'est toujours une grande épreuve supplémentaire. Il est vraiment temps d'arriver à simplifier, en fait, cette démarche-là. La vie est déjà plus compliquée quand on est justement avec le mauvais genre. Plus on va compliquer cette situation, plus on va complexifier encore la vie des personnes concernées. Je vais revenir du coup sur mon monopole public du médicament de tout à l'heure. C'est aussi le cas justement pour mettre fin aux pénuries des traitements hormonaux. Je ne vais pas dire que c'est la solution magique à tout, mais au moins ça permet de les sortir du marché complètement. Après, on peut aussi arriver à remettre en question possiblement la psychiatrisation automatique justement de toute la démarche. C'est-à-dire que même si ce n'est pas prévu légalement, qu'il faut impérativement ce certificat psychiatrique, dans les faits, la plupart des endocrinos l'exigent, le demandent. Ça leur permet de se donner toute responsabilité sur ce côté-là. Donc, on va avoir cette partie-là, mais il y a aussi le problème justement au niveau de la distance, de la précarité, qui va ressortir. Ça reste une procédure qui est non seulement longue, qui est prévue dans très peu d'hôpitaux, notamment en Dordogne, il n'y en a pas un seul. Donc, ça oblige à chaque fois à sortir du département, ce qui nous concerne. On est obligé d'aller en général soit à Bordeaux, soit à Limoges, voire même un changement de région, ancienne région. Ce sont donc toutes ces parties-là qu'il faut arriver à combler, tous ces systèmes-là qu'il faut pouvoir arriver à financer par nous-mêmes. Ce 100% sécu, ça peut être justement la base sociale, que ce soit pour n'importe quel traitement. Voilà. Alors je pense qu'il faut faire une révision complète en fait des procédures, protocole de l'Haute Autorité de Santé, dans les procédures pour les transgenres, puisque je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de voir un peu comment fonctionnaient les équipes pluridisciplinaires, et alors on voit la place prédominante du psychiatre, qui pour moi n'a pas obligatoirement lieu. On peut avoir un psychiatre, on a qui peuvent pouvoir faire appel à un psychiatre, mais ne pas l'inclure directement dans l'équipe de gestion. Et d'avoir un meilleur accompagnement en début et en fin, et surtout la fin, où il faut continuer à suivre ces personnes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc améliorer, vraiment, ça, je crois que ça aiderait énormément. Et puis, concernant les mutilations, là, je dois dire que quand j'ai vu l'interview du chirurgien, on peut comprendre, il n'y a pas d'humanité. Donc je pense que comprendre la médecine. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de bénéficier de la médecine.
Et un peu d'humanité ne pourrait nuire pour les médecins, pour certains médecins, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, fort heureusement, mais c'est un problème plus des jeunes d'ailleurs médecins que des médecins âgés, parce que la formation a changé. Et on a parlé, Florent notamment, d'un espèce de plan Marshall, mais je crois qu'il faut associer un peu plus. Et dans la première année de médecine, le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des techniciens et non pas des humains qui vont pratiquer la médecine. Et je crois que ça aiderait notamment pour les problématiques dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors pour le 5e thème, nous avons un témoignage de Malika qui a 27 ans. Elle est arrivée en France et vient du Liban. Elle est née garçon et fuit son pays car elle est en danger là-bas, un pays encore transphobe. Elle est sans papier et fait sa demande d'asile. Malheureusement, elle a du mal à faire reconnaître le danger car son pays est dans la liste des pays sûrs. La question est la suivante. Comment améliorer l'accueil des personnes migrantes et en particulier LGBTQIA+, en Dordogne? Vous avez 3 minutes pour monsieur. Alors, le premier élément, c'est d'abord une abrogation partielle de la loi de 2018 Asile-Immigration qui a permis d'expulser sans recours vers des pays jugés sûrs des migrants, même qui avaient déclaré des risques de persécution du fait de leur orientation sexuelle. Ça, c'est le premier élément marquant, très fort, qu'il faut porter par amendement dès le début de la législature. Deuxième élément, c'est une modification des procédures de la Cour nationale de droit d'asile qui aujourd'hui multiplie les ordonnances sans voie de recours afin d'épuiser, pardon, c'est le terme qu'ils utilisent, d'épuiser le stock et d'arriver à tenir le flux de demandes d'asile. Or, on est très clairement dans ces jugements sur ordonnance dans l'incapacité pour les personnes qui estiment risquer des persécutions du fait de leur orientation sexuelle, et c'est l'incapacité d'arriver à prouver leur situation. Et donc, il faut arriver à ne pas systématiser le recours sur ordonnance. Là encore, c'est la loi qui doit rendre tout à fait subsidiaire ce recours-là et l'exclure dans les cas, notamment, de risque de persécution. Troisième élément important, c'est qu'il existe parfois des magistrats qui reconnaissent l'orientation sexuelle, les risques induits, mais qui, du fait de d'une liste des pays sûrs insuffisamment mise à jour, eh bien, prononcent des reconduites à la frontière qui ne sont pas pertinentes. Donc il faut mettre à jour cette liste des pays sûrs qui aujourd'hui est totalement obsolète. On le sait par exemple avec le Sénégal, l'Algérie ou d'autres pays qui pratiquent la persécution, qui pénalisent l'homosexualité. Et donc il faut évidemment travailler sur cela. Mais ça c'est pour le cas où on a de la chance de tomber sur un juge qui réfléchit bien. Beaucoup aussi travaillent sur des a priori et donc n'arrivent pas à reconnaître la réalité, de l'orientation sexuelle, des risques de persécution. Il faut donc avoir une révision totale des modes de formation, de sensibilisation, alors qu'ils n'existent pas à l'École nationale de la magistrature, que l'ensemble des personnels qui sont en charge de l'asile, c'est-à-dire la protection au sein de l'OFPRA, les juges, mais aussi les agents préfectoraux, bénéficient d'une formation avec des références qui soient stabilisées. Aujourd'hui, il y a un rapport du défenseur des droits qui est très intéressant sur le sujet. On voit bien qu'il y a une instabilité des critères d'appréciation. Il faut donc remettre un tout petit peu de rigueur là-dedans et que les règles soient partagées par tous. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'il faut, dans la manière de gérer, j'ai entendu les 30 secondes, et dans la manière d'apprécier, se méfier d'un biais occidentalo-centré qui créerait en fait une identité gay là où elle n'existe pas forcément chez les demandeurs d'asile. C'est-à-dire que ça n'est pas la verbalisation que nous attendons des demandeurs d'asile ne doit pas être prise en considération de nos critères culturels. Et donc il faut arriver par la connaissance de la culture, c'est-à-dire plus de moyens pour les personnels de l'asile, à prendre conscience des orientations sexuelles, même si elles ne sont pas conscientisées de la même manière qu'en Occident. J'espère que j'ai été clair sur ce dernier point. Donc on va reprendre à peu près les mêmes outils, les mêmes arguments et les mêmes finalités sur pas mal de choses. Donc oui, il y a l'abrogation de cette loi asile et immigration par rapport à ces sujets-là qui sont absolument ineptes et on n'a pas besoin de revenir dessus. Tu l'as très bien détaillé. Donc il est aussi question d'arriver à supprimer complètement de la liste des pays sûrs tout
tous ceux qui, justement, en termes de pays, ça ne correspond pas à la réalité vécue. Tu as parlé d'Algérie, que je connais personnellement, qui en effet ne fait absolument pas partie des pays sûrs, alors qu'ils font bien partie de cette liste. Dans ces pays-là, ça rend difficile justement le droit d'asile, comme ce que Malika a subi. On est sur des régimes qui ont souvent tendance à persécuter, que ce soit transphobes ou LGBTQIA-phobes en général d'ailleurs. La nouvelle Union populaire compte faire former justement les intervenants à l'accueil des personnes migrantes aux questions LGBTQIA+, justement pour améliorer la reconnaissance et surtout développer directement l'asile de ces personnes-là persécutées pour leur faciliter ce droit d'asile. Il s'agira également de veiller aux bonnes pratiques, donc dans les consulats, dans les préfectures, en matière de confidentialité, de respect du nom, des genres. Bon paquet de boulot à faire là-dessus en termes de formation. Plus globalement, la nouvelle Union populaire prévoit de faire avancer au niveau européen la directive universelle contre toutes les discriminations, malheureusement bloquée depuis 2004 par les gouvernements conservateurs. Ça va être un combat de longue haleine, celui-ci. Et c'est aussi la double peine, entre guillemets, pour ceux qui arrivent en France et qui sont souvent remis dans leur communauté. Quand vous fuyez, on va reprendre le Liban justement, parce que le Liban a un comportement transphobe, le seul problème, c'est que si vous êtes remis dans une communauté libanaise qui a à peu près les mêmes us, les mêmes coutumes, les mêmes pratiques et la même volonté transphobe, on va avoir une double peine qui va se mettre en place. Et plutôt que de l'aider, on va complètement la stigmatiser une deuxième fois. Alors, j'adhère complètement aux deux prises de parole et particulièrement sur ces modifications, amendements de loi qui sont fondamentales. On ne peut pas rester avec ce type de comportement pour la France. Après, on a, ça c'est flagrant aussi, malgré un cadre juridique, un certain nombre au niveau européen pour l'accueil des migrants et la prise en compte justement des orientations sexuelles. Concrètement, on a aussi une différence et une meilleure formation et encore, on va dire un gros mot, des moyens pour arriver au résultat de la loi, parce que les outils, on les a sur ce point. Par contre, si on ne met pas les moyens, eh bien, le résultat, on l'aura pas. Une loi ne suffit pas. Donc, sur ces points-là, avec cette modification, j'ai rien de plus à ajouter. Hein, ça a été dit, si ce n'est de dire que je partage les deux prises de parole qui ont été très claires. Merci beaucoup. Enfin, monsieur Thiel. Merci, moi aussi je partage globalement de ce qui a été dit précédemment. Donc, effectivement, il faut réviser la liste des pays sûrs. Je pense aussi qu'il faudrait s'appuyer sur vos associations pour l'accueil de ces personnes. Et peut-être créer des logements spécifiques. Pardon, vous allez dire que c'est une idée fixe. Je suis ravi de voir que la République En Marche partage ce qui vient d'être dit. Sauf que, pour le coup, j'ai évoqué deux éléments de législation qui ont fait l'objet d'un arbitrage gouvernemental. C'est-à-dire la loi de 2018, Asile et Immigration, vous qui l'avez fait voter, alors que l'ensemble des groupes parlementaires d'opposition de gauche vous ont alerté sur les risques que ça impliquait sur ces populations-là. Et concernant la CNDA, concernant les moyens qui sont conférés à l'OFPRA, c'est vous qui avez créé une restriction et c'est vous qui obligez la CNDA à juger par ordonnance parce qu'on est sur une réflexion en termes de stock et de flux et non pas en termes de dossier humain. Donc, je prends ça comme un mea culpa, je vous en remercie, et cela augure donc de modifications dans la législation, mais que la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur ne m'avait pas laissé entendre. Est-ce que vous souhaitez répondre? L'avenir le dira. On passe donc à la thématique suivante. Nous avons un témoignage d'Eden qui a 27 ans. J'ai voulu faire mon changement de prénom dans mon petit village, mais le personnel d'état civil, complètement largué, n'a pas voulu s'en charger. Heureusement, je ne suis pas né dans ce village, mais j'ai dû passer par la mairie de ma ville de naissance pour y parvenir. La question est comment améliorer les droits des personnes transgenres et intersexes. Je me rappelle, vous êtes 3 minutes pour répondre, c'est Gérard Costel. Et du coup.
Concernant les personnes trans, la Union populaire compte mettre en place le changement d'état civil libre, gratuit devant un officier d'état civil, ce qui signifie une déjudiciarisation complète du changement d'état civil, ce que vous étiez opposé tout à l'heure, qui suivra donc les mêmes procédés que le changement de prénom en mairie, donc possible depuis la loi justice du XXIe siècle. Malgré tout, en effet, c'est pas suffisant, il va y avoir un gros boulot de formation à faire, encore une fois. C'est encore une fois de la formation, encore une fois des moyens à trouver. Au niveau des personnes intersexes, la nouvelle Union populaire prévoit d'interdire les mutilations sur les enfants intersexes. Il n'y a pas vraiment de débat à faire, sachant que cette proposition de loi a été faite non seulement par Bastien Lachaud, mais je vais essayer de ne pas écorcher son nom de famille, Laurence Van Sunbroek-Mialon, qui est de La République En Marche et qui a porté ce dossier. Il n'y a que la droite au Sénat qui a réussi à s'opposer à la mutilation. Donc, nous souhaitons interdire complètement la mutilation sur les enfants intersexes ainsi que les traitements hormonaux et stérilisation forcée sur les personnes intersexes. On compte également mettre en place une information complète des personnes intersexes et leur entourage avec un accès complet à leur dossier médical. Et il sera aussi, encore une fois, question de former le personnel médical, scolaire, juridique, social, à l'accueil et au suivi des personnes intersexes et transgenres. On va continuer à chaque fois, c'est la formation et des moyens. Au-delà de ça, la nouvelle Union populaire veut rendre la PMA accessible aux personnes trans avec prise en charge par la sécurité sociale. On y revient à chaque fois. Question de moyens, de droits, de nouveaux droits, que tout le monde puisse en bénéficier. Cela permettra l'utilisation des gamètes pour les femmes transgenres, l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation pour les hommes transgenres en capacité de le faire, et cela en prenant en compte leur changement d'état civil, qu'il ait eu lieu ou non. Je ne vais pas du tout être opposé à ce que Cyril vient de dire, si ce n'est une petite nuance sur l'état civil. Dans la procédure médicale, ça devrait être intégré, et non pas faire l'objet, ce qui est aujourd'hui d'une procédure à la suite d'une opération. Quand on a une opération, quand on a aujourd'hui une opération, ce n'est pas automatique le changement d'état civil. Il y a une procédure qui est à faire, il faudrait qu'elle soit intégrée à ce moment-là. Oui, c'est pour ça que c'était juste affiner la chose. Et d'avoir une procédure qui est nettement simplifiée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas difficile sur l'identité, mais à la fois qui ne soit pas galvaudée. Voilà, c'est d'arriver à un juste milieu, mais bien évidemment de pouvoir aussi avoir cette identité sociale, et non plus civique, mais une identité sociale qui peut être différente pour pouvoir coller à son identité sans avoir d'avoir deux identités, une civique et une sociale. Je crois que la France du XXIe siècle peut tout à fait accepter ce type de choses. J'ai répondu précisément cette question, parce que je n'avais pas compris la première fois. Je reviens simplement sur la mutilation. C'est évident que la mutilation, ne serait-ce que le terme, est complètement aberrant. Ceci dit, s'il y a certains médecins qui sont spécialisés dans ce domaine, qui se posent la question si dans certaines conditions, il n'est pas souhaitable de faire ce geste, pourquoi le dire non alors qu'on n'est pas forcément tout à fait compétent. Allez-y. D'accord. Donc, un médecin, ça peut aussi se tromper. C'est parce que quelques médecins, on a eu l'exemple typique avec le professeur Raoult, c'est pas une référence. Non, mais j'ai dit un collège de médecins. Je n'ai pas dit que Vous avez dit tout le monde peut se tromper. J'ai dit qu'il faudrait un collège de médecins spécialisé dans ce domaine qui détermine une position. C'est ce qui se fait dans les conférences de consensus. Dans tous les problèmes difficiles, on fait des conférences de consensus. Et c'est au terme de ce consensus qu'on propose aux politiques une décision qui est retenue ou pas. C'est le politique qui prend la décision définitive, mais c'est le consensus médical qui propose une décision. Et je pense qu'il faudrait, dans ce domaine-là, avoir une conférence de consensus. C'est une constante chez vous de remettre en question à chaque fois la parole des concernés. Non. Parce que chaque témoignage, c'est passé, c'est pas bon, c'est pas faux, c'est faux, ça n'arrive pas. Est-ce que vous êtes certain que tous les témoignages vont dans le même sens? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non. La preuve, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait. Vous avez carrément remis en question les témoignages tout à l'heure. Oui. J'ai remis en question le témoignage d'une personne qui disait qu'elle ne faisait pas confiance à son médecin traitant.
Je trouve ça idiot. C'est tout. Voilà, peut-être être dit. C'est une personne suivie chez elle. Allez-y, j'ai une certaine expérience avec les médecins, et des amis, je leur dis surtout ne faites pas confiance à votre médecin. C'est un être humain comme nous, il ne détient pas la vérité, et c'est plutôt positif, et c'est pas négatif, puisque ça permet d'éviter certaines catastrophes à certains moments. Je crois qu'il faut qu'en médecine, les médecins reprennent un peu pied avec la réalité. Ils ne sont pas des gens autres de la société, ils font partie de la société. Et d'ailleurs, tout à l'heure dans ma critique sur les études, c'est pour ça d'avoir des gens qui défendent l'humain. Et dans les films, nos médecins que j'ai eu l'occasion de filmer, j'ai eu un grand professeur spécialiste hépatique qui c'était un foie qu'on déposait sur son bureau, les gens ils n'avaient rien à faire. Et puis il y avait son chef de service qui était oncologue à la fois et qui était un humain, et quand on le voyait avec les gens, il avait cette empathie qui ne pouvait pas nuire à l'exercice de sa profession. Alors vous avez Raoult, qui est lui l'inverse de la conférence de consensus, qui dit moi j'ai raison, les autres ont tort, et c'est aussi à mon avis stupide que de dire une personne a dit ça, donc qu'elle soit médecin ou pas médecin, donc on décide de ce qu'elle dit. Je dis qu'il faut discuter, réfléchir, faire un consensus, et une fois que ce consensus est établi, le proposer aux politiques, et c'est les politiques qui décident. C'est une loi qui est passée au Parlement. C'est tout ce que je dis. Votez pas. Merci. On continue avec Florent Vadillo. D'abord sur le changement d'état civil. Si vous me permettez, j'ai commencé par un souvenir personnel. Il se trouve que la loi justice du XXIe siècle, j'étais au cabinet ministre de la Justice, j'étais au banc à ce moment-là. Je me souviens des combats que nous avons menés pour introduire la déjudiciarisation et la dépsychiatrisation du changement d'état civil. Et donc, je me permets quand même de le dire parce que ça n'était pas un combat facile et que celui qui était à l'époque mon patron a tenu bon et nous l'avons introduit. Il y a une clause effectivement de subsidiarité qui est restée où il peut y avoir une procédure judiciaire. La règle, c'est la déjudiciarisation, il peut y avoir le reste de judiciarisation. On pourrait l'expliquer longuement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller évidemment dans le sens de conforter cette loi, et une manière de conforter la loi, à mon sens, c'est de modifier l'article du Code pénal, l'article 432.1, qui empêche un officier d'état civil ou tout dépositaire d'autorité publique de mettre en obstacle l'application de la loi. Et je trouve que cet article, il est incomplet, il faudrait y compris ajouter la notion de délai raisonnable. C'est-à-dire lorsqu'il y a trop de démarches pour changer d'état civil, et lorsqu'il y a une volonté d'obstruction qui ne met pas en obstruction la loi, mais qui est une volonté, il faut qu'il puisse y avoir une sanction et qu'on puisse saisir le procureur de la République pour ce point. Donc, sur le changement d'état civil, c'est très clair. Sur la question des mutilations, je rappelle que dans la PPL thérapie de conversion, le gouvernement s'est opposé à régler ce sujet-là, qui est un sujet qui concerne à peu près 1,7% des naissances, et qui pose un des cas de conscience majeur, parce qu'aujourd'hui, vous avez des opérations forcées. Donc, je pense qu'il est nécessaire d'aller vers le respect de la libre détermination de son identité, et ce n'est pas ce que les opérations subies permettent de le faire. Sur la PMA, ma réponse sera assez simple, je suis pour une PMA universelle, donc un accès à la PMA universelle, donc a fortiori, y compris pour les personnes trans. Donc on est bien, si vous voulez, dans 3 modifications de la loi, l'une dans la confortation de la loi de 2016, l'autre pour ajouter ce qui a été refusé, qui a été proposé par amendement par des députés de gauche sur la PPL thérapie de conversion, et puis l'ouverture de la PMA. Ces 3 modifications législatives qui peuvent être portées soit dans une proposition de loi, soit en amendement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que c'est le mois de septembre pour porter ces sujets-là. Donc, il y avait un Jura il y a quelques semaines, un couple de femmes a été harcelé et violenté par un voisin ouvertement homophobe. Les violences sont allées jusqu'à un incendie sur leur scooter. Bien que l'agresseur soit condamné, beaucoup luttent encore du harcèlement et des violences. Donc, la question est simple, comment lutter contre les discriminations LGBTQI-phobes? Vous avez 3 minutes, on commence par monsieur Éric Garnier. Mais sujet compliqué. Sujet compliqué parce que la loi existe, mais je ne suis pas persuadé que les forces de l'ordre arrivent en priorité sur ce type de problème et soient
Et donc là, on revient sur la formation, puisque même au sein des forces de l'ordre, ceux qui vont être homosexuels ou transgenres, ça pose problème. Donc on voit bien que on a autour de ça une problématique. Après, là, ce voisin, il y a une malade, lui, pour arriver à cet extrême. Je pense que l'arsenal juridique concernant le voisin, il est pas compliqué. Par contre, d'arriver on le voit de certaines agressions, on retrouvera plus dans les grandes villes, de comportements de groupe. Là, ça devient, je crois, compliqué. Il faut que les forces de l'ordre, puisque c'est elles qui vont pouvoir empêcher des fois des drames, soient formées et agissent de façon éthique. Je pense qu'il faut travailler beaucoup sur la formation des enseignants, mais surtout, en l'occurrence des fonctionnaires de police, actuellement quand ils sont en cours de formation, mais aussi en formation continue. Évidemment, s'ils doivent appliquer strictement la loi, pour que ces formations soient efficaces, il faut évidemment augmenter les budgets de formation. Plus largement, il faut aussi voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont aussi des sources de discrimination, éventuellement avec la création de patrouilleurs, de cyberpatrouilleurs. Pour la discrimination dans l'emploi, la généralisation du testing me paraît aussi une nécessité. Donc, je me suis permis de signaler ce qui avait été bien fait lorsque j'étais au ministère de la Justice. Permettez-moi de dire ce qui a été mal fait également. Il faut une circulaire de politique pénale sur laquelle l'orientation n'avait pas été suffisamment prise pour la répression par les procureurs de la République des discriminations. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut demander au ministre de la Justice. C'est très important. Ça doit s'accompagner, à mon sens, dès qu'il y a un constat, d'une politique extrêmement symbolique dans laquelle l'État se constitue toujours partie civile lorsqu'il y a des discriminations liées à l'orientation sexuelle. Ça ne se fait que dans de très rares cas, et là je pense qu'il faut qu'on arrive à marquer de manière très symbolique qu'il n'y a pas de tolérance envisageable et que l'État est entièrement mobilisé. Donc constitution de partie civile systématique de l'État dans ces cas-là, et je peux vous assurer que les affaires classées sans suite diminueront de ce point de vue. Évidemment, il faut une politique de formation de l'ensemble des agents des services publics. J'ai évoqué la communauté éducative. Je voudrais évoquer la question de la police, et je rebondis sur ce que disait le représentant de la République En Marche. Ravi pour qu'effectivement il y ait plus de formation pour les policiers. Je rappelle que le temps de formation a été divisé par 2 par Gérald Darmanin. Je rappelle également que dans la loi d'orientation pour la sécurité intérieure, il n'y a pas un centime de plus pour la formation, et surtout on ne recrute pas de formateurs supplémentaires. Ça veut donc dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez personne pour former. Donc, dans la formation initiale et la formation continue des forces de l'ordre, évidemment, il faut arriver à mettre en place des dispositifs très clairs. Mais ces dispositifs ne sont pas propres aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. C'est aussi la question du contrôle aux faciès, etc. De ce point de vue-là, l'exemple allemand est extrêmement pertinent sur la manière de créer dans les forces de sécurité intérieure des capacités de compréhension des publics qu'ils ont face à eux. Ensuite, on a un besoin de campagnes télévisuelles, de sensibilisation notamment des jeunes publics. Et ça, je trouve qu'on a baissé la garde sur ces sujets-là et qu'il faut revenir à de vraies campagnes de sensibilisation télévisuelle, parce qu'ensuite, c'est des contenus vidéo qui seront dupliqués sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tant qu'on ne montrera pas la manière dont ces discriminations atteignent les individus, la manière dont les mécaniques de haine se mettent en place, et qu'on ne les dénoncera pas auprès des publics les plus jeunes, on ne peut pas envisager de mener ce combat-là sur un public adulte. Donc, de façon générale, la nouvelle Union populaire compte mettre en place un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTQIA+. Ce plan prévoit des sanctions de tout comportement homophobe et transphobe de la part des policiers et gendarmes notamment. Cela permettrait aux victimes de déposer plainte plus sereinement et que les poursuites soient systématiques, que justement l'État se porte, y compris partie civile,
dans chacun des procès. En ce qui concerne les discriminations en milieu professionnel, la Nouvelle Union Populaire pense doubler les moyens de l'inspection du travail afin de garantir une intervention systématique et efficace. Par rapport au personnel d'accueil, il est prévu d'organiser des formations professionnelles intégrant les luttes contre les discriminations LGBTQI-phobes dans la police, la justice, l'administration pénitentiaire, pour les travailleuses et les travailleurs sociaux. Il est également question d'un haut commissariat de l'égalité qui sera chargé de combattre tout type de discrimination, tout type, que ce soit raciste, sexiste, homophobe, transphobe, antisémite et ou validiste. Ce haut commissariat sera en lien direct avec la défenseur des droits, si on le cite actuellement, le défenseur des droits dans tous les cas au niveau de la fonction. La Nouvelle Union Populaire compte agir également sur les suicides des personnes LGBTQIA+, par une campagne de prévention, notamment télévisuelle, par les agences de santé publique. Il faut aussi tout simplement faire appliquer la loi qui avait été proposée par le Parti communiste et qui a été soutenue par nous-mêmes pour rendre inéligibles toutes les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et à toute forme de discrimination. Après, dans les faits actuels en Dordogne, on a aussi un phénomène supplémentaire qui va se greffer dessus. On vit dans un milieu rural. Vous allez dans une petite commune de 800, 1000 habitants, 1200 habitants, tout le monde se connaît. Quand vous avez cette barrière-là, en plus, à franchir, quand vous êtes une personne LGBTQIA+, en général, ça peut être encore plus discriminant parce que justement, votre voisin vous connaît, vous ne savez pas ce qu'il pense. Donc, le nombre de personnes, moi personnellement, que je connais dans le village où mes parents sont depuis 18 ans, qui sont homosexuels, nous on était au courant parce qu'on est un peu sur la place publique et on connaît nos idées, mais qui se cachent. Officiellement, ce sont des colocatrices. C'est impressionnant. Il y a tous ces impératifs-là liés à la ruralité qu'il va falloir franchir, en sachant qu'en plus de ça, on va se retrouver avec exactement les mêmes problématiques que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le problème de transport. Quand on va être contraint et bloqué justement dans une petite commune de 800 habitants, si vous n'avez pas de permis, ne bougez pas, vous êtes seul chez vous. Donc il faut arriver à briser complètement cette barrière. D'avoir répondu à ces thématiques. Avant de clôturer la soirée, on va vous proposer un dernier passage avec 2 minutes pour vous exprimer. Donc 2 minutes pour vous exprimer sur peut-être quelque chose qui a été dit, vous souhaitez revenir sur quelque chose ou aborder une autre thématique proche de ce programme-là. Je regrette de m'être trompé dans l'écoute de la première question. Enfin, la question sur la transition, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, en tant que médecin, voilà, je ne vais pas reprendre ce que j'aurais dû dire. Pour le reste, je suis très très heureux d'avoir participé à cette réunion qui m'a fait beaucoup apprendre. Merci. Dans les quelques mois qui vont venir, il y a un enjeu majeur qui est effectivement de démarrer très vite sur des propositions d'amendements sur l'ensemble des sujets qui ont été balayés. Tous les sujets que nous avons abordés feront tous l'objet d'examens de projets de loi ou de propositions de loi. Il faut donc être en mesure de déposer ces amendements, des amendements qui tiennent la route, des amendements qui peuvent être acceptés, qui sont soutenus par les associations, qui médiatiquement passent le cap du mur du son. Et ça, c'est un défi majeur. C'est arriver à porter cette parole et la mettre suffisamment sur la place publique avec suffisamment de crédibilité pour qu'elle se transforme dans les faits. Et je pense que sur les questions de formation, sur les questions de tests, sur la stratégie de l'État, on voit bien que ce ne sont pas des sujets d'ordre législatif, mais qui sont pleinement dans la capacité du parlementaire, en ce sens qu'il est là pour voter la loi, mais également pour évaluer les politiques publiques et contrôler l'action du gouvernement. Il y a un impératif majeur de ne pas laisser de répit aux administrations, au gouvernement, de mettre une pression permanente pour qu'il y ait un progrès des droits. Et je le répète très régulièrement, lorsque j'ai des étudiants devant moi, l'état de droit en France est un état en construction. Nous ne sommes pas arrivés à la finitude de l'état de droit. Et le sujet que nous avons abordé ce soir en ouvre bien d'autres. Et cela marque bien une volonté de progression des droits, d'acquis sociaux, sur lesquels il faudra avoir un combat vigilant dès la première minute de la législature qui s'ouvre, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser place ni à du silence,
ni à de l'amateurisme, ni à des difficultés d'expression publique. Il faut donc aller vite et bien au but. Donc oui, dans tout ce que nous avons vu ce soir, dans tous les vécus qui nous ont été rapportés, il y a un socle commun d'injustice, mais il y a un socle commun, au fond, de besoin de services publics. Il nous faudra combattre des dizaines d'années de libéralisme débridé, notamment parce que ces luttes ont besoin de moyens et qu'il leur est question d'habiller Paul avec les fringues de Jean. La formation nécessaire de tous les agents de nos services publics prendra un certain temps, un certain nombre d'argent. Il nous faut donc financer les services publics dès maintenant pour que l'accueil soit digne pour les personnes LGBTQIA+, dans tous les domaines, à l'école, au travail, à l'hôpital, dans la police, dans la justice, et j'en passe. Parmi ces services publics, il y en a un qui, localement et en milieu rural en général, touche particulièrement la désertification médicale, qu'on a abordé plusieurs fois. Quand vous devez changer de département pour pouvoir poursuivre une transition pour une personne transgenre, il y a rupture d'égalité. Quand les deux seuls CJ de Dordogne sont situés à Périgueux et à Bergerac, ouverts seulement quelques heures par jour, durant les heures de travail, il y a rupture d'égalité. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la longueur du trajet pour pouvoir, par exemple, se faire tester de manière plus ou moins anonyme. Depuis Sarlat, 1h15, depuis Nontron, 55 minutes, et cela sans compter le rajout complémentaire de temps avec la circulation difficile, que vous devez connaître, lors de la période estivale dans le Sarladais. De même, la prise en charge de la santé des personnes vivant avec le VIH ne sera que plus efficace avec un système de santé développé, maillant tout le territoire, d'autant plus que comptant notre pauvreté en transport public, et permettant ainsi l'accès à la PrEP. Il est important de conquérir des droits, mais il faut impérativement que tous puissent y accéder. La mobilité ou la charge financière ne doivent en aucun cas être un frein ou une barrière à l'utilisation de ces droits, sinon il y a rupture d'égalité. Alors les 12 et 19 gens, vous aurez le choix. Poursuivre la destruction de nos services de santé ou les rénover. Essayez de conquérir de nouveaux droits, ou rester tel quel, voire combattre pour essayer d'en conserver. Il y a une seule solution pour renverser la vapeur, vous saisissez le bulletin vote avec le V. V de la victoire, qui est le nom de Pascal Martin, celui de Michel Roux, celui de Sébastien Peytavi ou le mien. Il y a un seul choix à faire, stop ou encore. Oui, alors, moi je voudrais un peu revenir sur l'histoire. En fait, on est en Dordogne, les ESI, la circonscription, eh bien, les transsexuels à cette époque-là étaient acceptés, étaient totalement dans la société et on ne se posait pas toutes ces questions. Alors, pour une société dite moderne, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir en arrière où les choses étaient plus simples? Également, penser, autre que le binaire dans la sexualité, il pourrait y avoir un troisième genre, puisque certains l'ont comme identité, donc reconnaître une autre identité que celle du binaire que nous avons. Je voudrais aussi parler, puisque tout à l'heure on évoquait, il y a un site qui est médical, qui est de l'épidémiologie, de l'hôpital Saint-Louis, qui s'appelle Compare, et qui a la plus grande cohorte de patients atteints de ALD, d'affection de longue durée. Et leur fonctionnement, un scientifique, un chercheur sur une thématique, il sait qu'il a tant de gens qui sont atteints du sida et permet de faire un questionnaire. Et c'est très étonnant, hein, puisque vous l'aurez compris, j'en fais partie. Et c'est très étonnant de voir justement sur le rapport à la médecine, et je peux vous dire qu'il y a de grosses surprises, et les questions que nous avons autour de ça. Donc je vous invite à aller, en tout cas, au moins jeter un œil sur ce site, c'est très intéressant. Et puis, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des moyens. Je crois que, en tout cas, nous sommes trois à partager cette vision, et que faire des lois, c'est bien, c'est mieux de les appliquer et donner les moyens de les appliquer. Merci Eric Garnier, merci à tous les gars, merci d'avoir animé ce débat, merci aux deux associations. Je vais laisser la parole à Erwan Eva de l'association ADN, simplement au nom de Aide, on vous remercie d'être venu débattre ce soir, partager vos idées. On n'hésitera pas à venir vous embêter pour continuer à parler de tous ces sujets. Merci à vous de vous être déplacés pour assister à ce débat. Et donc je laisse la parole à Erwan Eva du Baribat pour l'association ADN. Donc je tiens à remercier les candidats et les candidats qui sont présents ce soir.
Oui, je me rapproche là. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation, effectivement, de aide, l'ADN et le partenariat qu'on fait avec le Poulailler français. Je me permettrai juste de vous dire que les promesses, c'est déjà trop tard. Voilà, parce que voilà, on a des années de lutte derrière nous. On pense souvent que le mariage, on a eu le mariage, mais on pense qu'on devait s'arrêter là. Je vais juste faire deux petits fact-checking quand même. Monsieur Mallet, tout à l'heure, vous avez dit que les personnes atteintes du VIH pouvaient donner leur sang. Ce n'est pas le cas. Les personnes atteintes du VIH ne peuvent pas donner leur sang. Par contre, les hommes ayant des rapports avec des hommes, aujourd'hui, peuvent donner librement leur sang. Et c'est effectivement sous votre mandature que la discrimination a été terminée. Monsieur Garnier, je me permettrai de vous dire, là c'est une question de formation, on ne dit pas personne transsexuelle, on dit personne transgenre, voilà. Donc seules les personnes concernées peuvent utiliser encore le terme transsexuel, mais on va plutôt préférer le terme transgenre, parce que le transsexuel a une connotation très médicale. Voilà, donc en tout cas, merci pour tous et à tous d'avoir été là ce soir. Merci au public d'avoir été là aussi. Maintenant, le 12 et 19 juin, il va falloir faire notre choix. Voilà, nous on est à Partisan, mais là, il y a une vidéo, donc une captation vidéo qui a été faite, qui va être diffusée sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre à chacun et à chacune de faire leur choix les 12 et 19 juin prochains. Merci encore à tous et à toutes.